Président, bonjour, merci de nous accorder un petit entretien. Alors, ne croyons pas trop au hasard, le livre sort au même moment où se passent des changements annoncés dans le pays. D'ailleurs, vous appelez à se mobiliser vendredi prochain. Alors, vous savez que le département, et c'est peut-être là où ça nous intéressait d'avoir votre aiguillage aussi, votre éclairage, l'État, enfin le Premier ministre en l'occurrence, joue sur une ambiguïté. Il ne pronostique pas la fin des départements, il pronostique la fin des conseils régionaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer éventuellement la nuance? Et même pour se mettre au goût de la sémantique qui a été adoptée dans une précédente loi, il dit la fin des conseils départementaux, puisqu'il ne les appelle même plus conseils généraux. Donc plus sérieusement, ça veut dire qu'on maintient en campagne, on va dire, et puis on... Oui, mais en fait, depuis le jour où il a fait cette annonce, et qui était marquée de la fin de ces conseils départementaux en 2021, il y a eu de la surenchère, puisque M. le Président de la République a fait de la surenchère, Est-ce que c'est vraiment lui qui fait de la surenchère? On se rappelle quand même, c'est pas vieux, ça date du début de l'année, il est en Corrèze, département dont il a été élu, et il dit face à la population, je n'imagine pas la fin des départements. On est quelques mois après, et le discours semble avoir changé radicalement de position. C'est très surprenant, et d'ailleurs, c'est quoi, c'est la balle, je note ces incohérences dans le discours. Dans la pétition que je remettrai entre les mains de M. le Préfet pour qu'elle soit transmise et au Président de la République et au Premier ministre, dans lequel, effectivement, je reprends ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire l'affirmation du président, du candidat même, François Hollande, avant même qu'il ne devienne président, selon lequel, bien sûr, il accorde un énorme crédit au département et il entend conforter leur position dans le dispositif institutionnel des institutions territoriales. Et puis, le temps a changé, oui, le temps a changé complètement. Le Premier ministre fait une annonce qui est très forte. Elle avait été précédée par un certain nombre d'annonces de Jean-Marc Ayrault dans ce domaine. Et là, il semble qu'une lutte se fasse quand même entre ces deux hommes. Et le président de la République veut laver plus blanc que blanc et il dit non, ça ne sera pas 2021, ça sera 2016. Puis après, il y a une nouvelle introchat et on dit 2015. Puis on dit non, 2016. Puis on revient sur fin 2015. Aujourd'hui. À cause des rendez-vous qui étaient programmés, notamment. Oui, alors celui qui est capable de me dire aujourd'hui quand aura lieu la prochaine élection cantonale sera vraiment un visionnaire éclairé. Mieux que ça, une loi a été adoptée qui dessine de nouveaux cantons. Ces nouveaux cantons, nous les avons, bien sûr, à notre corps défendant, nous les avons pris en compte et nous avons commencé à réfléchir comment ces cantons pourraient recevoir des candidatures susceptibles de maintenir la très forte majorité qu'a la gauche. Moi, je suis un homme de gauche, je travaille pour la gauche. Eh bien, ces cantons ne verront jamais le jour. Apparemment, aux dernières nouvelles, ces cantons sur lesquels on a voté, qui ont donné lieu quand même à de sacrés débats. Moi, j'ai eu à regretter de recevoir au début janvier un dessin de canton, c'était début janvier, pour lequel j'avais sollicité un rendez-vous au mois de juillet dernier. Et donc il s'est passé allègrement 6 mois sans que je n'ai le moindre contact avec le ministère de l'Intérieur. Et un jour, on m'a remis une carte que j'ai récusée, et je ne l'ai pas récusée que moi, puisque j'ai eu un vote d'unanimité de mon assemblée, droite et gauche confondues, pour dire que cette carte était inacceptable. Eh bien, voyez-vous, c'était peut-être pas la peine que je me dépense à ce point, puisque cette carte ne sera probablement jamais validée, et le fameux binôme qui était destiné à assurer la parité au sein des assemblées départementales, ce qui en soi était une bonne chose sur le plan de la parité. J'ai contesté le mode
de découpage de ces cantons. Vous avez eu d'ailleurs le soutien notamment de la députée Fanny Dombrocos sur cette question. Ça veut dire que vous pensez que des gens comme elle vont continuer à vous soutenir ou, parce que là, par exemple, René Revol, au nom du Front de Gauche, appelle à vous soutenir vendredi devant la préfecture. Oui, René Revol appelle à me soutenir, Jean-Pierre Grand appelle à me soutenir également. Mais lui, on peut supposer que c'est au nom du combat contre la métropole. Oui, on peut supposer que c'est au nom du combat contre la métropole dont il est devenu l'un des principaux acteurs, d'ailleurs, à l'heure actuelle, au moins de l'agglomération. Bon, il y a bien sûr une pièce essentielle dans le soutien que je reçois, c'est quand même le soutien de Christian Billac, président de l'association des maires, qui m'a invité à l'Assemblée générale et j'ai pu m'exprimer devant plus de 200 maires. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que ces plus de 200 maires seront tous présents, ceints de leur écharpe, pour montrer leur détermination à maintenir un dialogue républicain et démocratique avec l'instance départementale. Donc tout ça fait partie des soutiens, mais les soutiens vont plus loin que ça, puisque je crois pouvoir dire aujourd'hui de façon sûre, ça, je ne crois pas, je suis sûr, que la participation de l'Aude m'est acquise avec la présence d'André Viola qui sera là, plus un certain nombre de cars qui sont organisés, oui Michel, je sais, mais il y a aussi des voitures individuelles, donc c'est un soutien de l'Aude sans faille, un soutien de la Lozère également qui m'est annoncé, et le président Pourquier m'a fait savoir qu'il serait présent. Un soutien, ce qui est loin d'être négligeable, du président de la région, Christian Bourquin, qui sera également présent. J'espère, mais je n'en ai pas confirmation, donc vous savez, je n'aime pas annoncer les choses avant d'avoir confirmation, que nous aurons une présence des Pyrénées-Orientales et également une présence du Gard. Je dois avoir en contact avec Damien Alary, ça fait plusieurs jours qu'on se manque, il m'appelle, je l'appelle, on n'est pas là, bref. Et donc le Gard devrait également être présent. Donc ça veut dire que cette manifestation a un caractère régional. Ça veut dire que, je note la présence d'un grand absent, en l'occurrence le maire et président du conseil d'agglomération, qui lui évidemment risque de pas être là. Il m'a dit qu'il ne serait pas là. Et il m'a dit que sa méthode, les moyens qu'il utiliserait pour nous soutenir relèveraient de déclarations qu'il ferait. On va bien voir. Moi, de toute façon, vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent qu'un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Non, mais au plan de la symbolique, ça veut dire des choses. Parce que là, on est quand même dans l'ordre du symbole. Alors précisément, est-ce que vous pensez que Manuel Valls pronostique 2017 et se projette en fait une question personnelle? Est-ce que c'est un peu le procès qu'on peut lui faire aujourd'hui? Non, parce qu'on sent effectivement... Si vous avez la chance de pouvoir rencontrer Manuel Valls, posez-lui la question à lui. Moi, je pense que Manuel Valls, je le connais bien, puisque nous étions ensemble dans le premier cercle rocardien. À l'époque, nous aspirions à ce que Michel Rocard devienne président de la République à l'issue du premier septennat de François Mitterrand. À l'époque, déjà, c'était un tout jeune homme. Il avait quelques 30 années, peut-être même pas. Il manifestait un très grand appétit, à avoir une carrière brillante. Donc je pense que pour lui, une carrière brillante doit se terminer par la présidence de la République. Ça ne doit pas faire beaucoup de doutes dans sa tête. Ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Michel Rocard sur cette question. Il s'est exprimé, non? Non, il a été relativement discret sur ces sujets. Je n'ai pas vu de réponse de Michel Rocard. Je connais assez Michel Rocard pour savoir quand même qu'il a toujours positionné les politiques de proximité comme des politiques indispensables à une authentique démocratie. Donc il doit quand même, mais je ne veux pas parler à la place de Michel Rocard, mais il me semble qu'il doit être très interrogatif sur le fait de mettre un terme aux politiques de proximité. Parce qu'enfin, ce qui se prépare, parce que peu importe si ça aura lieu en 2015, 2016 ou 2017, ce qui se prépare, c'est la fin des départements et c'est la fin des communes, auxquelles on substituera les grandes régions. Bon, sur ce point, je ne vais pas parler au nom de mon ami Christian Bourquin, il dira ce qu'il a à dire. Apparemment, il est contre la fusion. Il l'a dit hier de manière très forte dans un quotidien régional. Et
il n'est pas favorable à la fusion des régions. Moi, pour être franchement honnête, c'est pas mon point de vue, puisque moi je suis un tenant forcené de la théorie des deux blocs. C'est quoi la théorie des deux blocs? C'est un bloc qui comprend l'Europe, qui comprend l'État et qui comprend les régions. Et ce bloc a dessiné toutes les grandes perspectives, toutes les grandes stratégies de long terme. Il a à s'occuper de la macroéconomie et il a à s'occuper de l'insertion de plus forte qu'elle n'est à l'heure actuelle du territoire régional dans des logiques européennes. Parce que c'est l'exemple allemand, c'est l'exemple espagnol. C'est l'exemple allemand, c'est l'exemple espagnol, c'est aussi, ça peut être un bel exemple français si nous sommes capables de privilégier ce bloc, qui est un bloc important, qui est un bloc malade quand même, puisque dans le bloc il y a l'État qui souffre d'une maladie quasiment incurable de 2000 milliards de déficit public qui sont pratiquement pour moi qui ne seront jamais soldés. Je ne vois pas comment, parce qu'on nous amuse, la galerie, là, en nous disant que parce que 50 milliards vont rentrer, on va effacer une dette de... Au mieux, le recours à l'emprunt pour combler le déficit sera moins important qu'il n'était jusqu'à ce jour. Donc, en matière de finances, je ne suis pas un grand financier, mais quand même, si je gérais mon budget familial comme ça, je serais inquiet. Comme quand on nous dit que la croissance c'est important, et puis quand on nous explique 2 jours après que si elle est à zéro, c'est pas très grave non plus. Oui, c'est ça. Oui. Donc il y a quand même une série d'incohérences. Le deuxième bloc, c'est quoi? C'est le bloc des proximités. Et moi, j'y tiens beaucoup à ce bloc des proximités parce qu'il a donné à la démocratie française une tournure et une manière d'être qui est très forte. Et le lien particulier entre la commune, l'intercommunalité, je ne nie pas l'intercommunalité et son efficacité. Parce que l'intercommunalité, elle permet à certains moments de dépasser les incapacités de la petite commune à rentrer dans un jeu économique, par exemple, parce qu'elle n'a pas la taille. Donc elle se regroupe et notamment avec les communautés de communes, ce discours sur les 36 000 communes qui sont une guéhenne, un poids insupportable pour la démocratie française. Mais moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Hein. Moi, je continue à penser que 36 000 communes, c'est un dispositif lourd, mais ça n'est pas un dispositif qui a une charge pondérale financière forte. Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens travaillent bénévolement. Moi, j'ai été élu d'une commune rurale. J'ai su ce que c'était d'être réveillé à 2 h du matin parce qu'il y a un orage et que le mur s'est effondré ou qu'il y a eu un dégât des eaux. Mais ça explique aussi pourquoi on a plus de mal dans les petites communes maintenant à trouver quelqu'un de responsable. C'est vrai que ça... Mais vous savez, même Chevènement, lorsqu'il proposait le thème des intercommunalités, des agglomérations, il disait... Ceci doit se faire sans altérer l'immense richesse que représentent les 32 000 communes ou les 36 000 communes dont dispose la France. Alors qu'ici ou là, on autorise ou on favorise des fusions, encore regardez, en même temps on veut favoriser des fusions, Carnot aujourd'hui demande son indépendance et ne veut plus être avec Morio. Donc nous sommes là dans des séries de contradictions énormes. Donc le bloc des proximités, c'est à l'évidence un bloc sur lequel nous devons nous concentrer aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que la France est en souffrance, et que la souffrance, c'est pas la souffrance imaginaire, c'est le citoyen qui est en souffrance. Et quand le citoyen est en souffrance, qui il va voir? Il va voir le maire, il va voir le conseiller général. Il va rarement voir le député. Il va rarement voir le sénateur. Il va rarement, encore plus rarement, voir le président de région. Il va voir les élus de proximité à qui il a attribué l'onction du suffrage universel pour les accompagner. Et ça, c'est dans le milieu rural, parce qu'en ville, c'est quand même nettement moins vrai. D'ailleurs, souvent... Eh bien, vous voyez, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que, regardez, on vient d'avoir une illustration évidente. Moi, je revendique cette illustration au titre du canton de la Paillade dont je suis l'élu depuis 1985. Franchement, si j'ai existé dans la ville de Montpellier avec tous ceux qui voulaient me tuer, hein, parce que c'est la vie en politique, c'est comme ça, dès qu'une tête dépasse, il faut la flinguer. Bon,
mon ami Georges Frêche n'était pas le dernier à vouloir nous couper la tête dès qu'elle a un peu dépassé du lot. Hein. Mais bon, ça n'ôtait rien à l'admiration profonde que j'ai eue pour lui le temps où j'ai été associé à lui pendant 22 ans. Mais moi, je prétends que la manière dont j'ai pu travailler à Montpellier, c'est parce que j'étais reconnu comme conseiller général qui avait reçu le suffrage universel sur un scrutin uninominal dans un canton. Alors on pourrait dire, oh, mais ça c'est la vision de Vésinet à la paillade. Eh bien, regardez Sorel. Non, mais par contre, on vous dira que la paillade, c'est presque... Mais regardez Sorel, le 3e canton, c'est un salmigondi de vieux quartiers de Montpellier, une partie de Boutonnet, les Beaux-Arts, qui sont des anciens quartiers, qui existent dans la ville depuis de très très nombreuses décennies, et puis un quartier neuf, Antigone, hein, et une partie de Odysseum, enfin pas de Port-Marianne et tout. Donc ça veut dire que, et Sorel, regardez, mais ça c'est une vision que le journaliste n'a jamais. Regardez le résultat. Moi, franchement, j'ai vu arriver l'échec de Moore gros comme une maison, pour des problèmes qui tenaient à la personne. Non pas sa qualité, parce que c'est un gros travailleur, et il avait fait un travail énorme au service de l'agglomération. Mais parce que c'est le mystère des élections, c'est ce qu'on appelle le charisme, c'est ce qu'on appelle l'équation personnelle, son équation ne passait pas. Et donc petit à petit, il était sur une voie déclinante, tandis que... Même s'il est resté majoritaire sur la paillade par exemple, puisqu'on voilà. parle de la paillade. Eh bien moi j'ai soutenu loyalement Moore qui avait été désigné par le parti, même si j'ai contesté le mode de désignation, j'ai soutenu Moore. Résultat, Moore a fait un résultat très bon sur la paillade. Regardez le résultat qu'a fait Sorel sur le 3e canton. C'est le 3e canton qui le fait arriver à juste 2 points ou 1,5 point derrière Moore, et qui lui ouvre largement les portes de la mairie. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait une courbe descendante et une courbe ascendante qui allait inéluctablement se croiser. Et à la fin, elles se sont croisées de manière telle qu'il y a eu 10 points d'avance. C'est un des éléments indéniables. Enfin, après, donc ça n'est pas vrai. Allez sur le 2e canton de Montpellier et traversez-le avec Pierre Morel. Vous verrez la considération que les gens de ce canton ont pour Pierre Morel. Pas que les habitants de Clapiers, donc ça veut dire... Pas que les habitants de Clapiers, la partie Boutonnet, la partie Montpelliéraine, la partie des facultés et tout. Moi je l'ai fait ce porte-à-porte. J'ai fait le porte-à-porte avec Christian Mélésis. On dit Christian Mélésis, mais aller sur le 5e canton avec Christian Mélésis, alors que tout le monde le donnait perdant, la dernière fois il était passé avec 65% des voix. Donc moi je dis que c'est pas vrai. Alors bien sûr dans le rural c'est amplifié. C'est amplifié parce que là, le conseiller général dans l'espace rural est une espèce de sage qu'on va régulièrement voir. Qui tient régulièrement une permanence aussi. Qui tient une permanence. Oui, mais là, vous savez, la permanence, un élu de la ville sérieux, il tient aussi une permanence. Moi, j'ai tenu 35 ans de permanence sur la paillade. Et les gens venaient, et en principe, d'ailleurs, quand ils venaient me voir, ils ne se trompaient pas d'individu. Et ils n'avaient pas une indigestion de millefeuille. Ils venaient et ils savaient qu'ils venaient voir le conseiller général. Donc c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que finalement le citoyen s'en moque un peu de ce combat contre le millefeuille, c'est un truc du politique et pas tellement du citoyen. Absolument, c'est une vision du politique qui nous fait monter. Alors j'ai un bel exemple qui me vient de l'Arc-Latin. L'Arc-Latin que j'ai présidé avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, qui est cette espèce de structure associative, qui n'avait pas une structure, comme on pourrait dire, possédante, avec beaucoup d'argent pour... non, c'est une structure où on discute des problèmes du circum nord méditerranéen, avec les provinces italiennes, avec les députations espagnoles et avec les départements français. Ça représente quand même 65 millions d'individus de ce circum méditerranéen nord, et en plus c'est un interlocuteur tout à fait privilégié pour le dialogue nord-sud avec la rive sud de la Méditerranée. Et d'ailleurs j'ai pratiqué ce dialogue puisque j'ai fait plusieurs réunions et notamment une assemblée générale de l'Arc-Latin à Médine en Tunisie. Et donc à cette époque-là, on disait qu'il faut supprimer les provinces italiennes.
parce que ça pèse trop sur la démocratie italienne. En plus, ces provinces italiennes, il y en a d'immenses, la province de Rome, ou la province de Gênes, ou la province de Turin, et puis il y en a de toutes petites qui sont presque des villages de l'Hérault. Et donc, ça posait un problème, les Italiens avaient décidé de tirer une croix. Sur les députations espagnoles, même chose. On avait décidé, et tout le monde venait me voir en me disant « Toi, tu as du pot parce que les départements français ne sont pas remis en cause. Hein. » Tandis que nous, députation, nous disparaissons. Gorbaccio, qui était ministre de Zapatero, Montillo, qui était ministre de Zapatero, et qui avait été avant moi président de l'Arcatin, me disait « Tu as de la chance. » Résultat, aujourd'hui, c'est devenu à la mode de supprimer les départements français. Et à la dernière assemblée générale de l'Arcatin, les députations espagnoles et les provinces italiennes nous ont assuré de leur soutien parce qu'ils sont en train de retrouver leur place dans la démocratie italienne et dans la démocratie espagnole. Parce qu'on dit, ben oui, c'est un échelon dont nous avons besoin pour traiter des grandes logiques du bloc des stratégiques que j'appelais tout à l'heure. Il faut aussi avoir un intercesseur qui est capable d'assurer le lien entre la région et la commune, et de prendre en compte la dimension de proximité. Parce que moi, pour ne pas être trop long, je vais vous expliquer une chose. On va vers une recentralisation. Demain, la construction des collèges sera confiée peut-être de nouveau à l'État, peut-être de nouveau à la région. Si elle est confiée à l'État, on va de nouveau avoir des collèges farcis de préfabriqués, où on ne prendra jamais la décision à l'État de construire un nouveau collège, comme nous l'avons fait, nous, dans les politiques de proximité, en disant qu'au-delà de 600 élèves, on perd la dimension humaine, et donc on perd la taille humaine, et on a des collèges ingérables. Non, on fera ce qu'on a fait aux Escoliers de la Mosson, 1500 élèves dans un quartier populaire. À Saint-Jean-de-Védas, 1500 élèves dans un village de la périphérie ou dans une petite ville de la périphérie de Montpellier, où vraiment ça avait posé des problèmes, ces espèces de boîtes immenses, hein, de plus de 1000 élèves. À l'âge du collège, c'est pas bon. Mais ça, on y retourne. Si c'est l'État qui refait les collèges, il les fera bien sûr sans mettre les équipements sportifs, sans équiper les laboratoires de sciences de la vie et de la terre. Il le fera sans aussi bien, comme il l'avait fait à l'école, au collège des Garrigues à la Payade, sans mettre de clôture. Hein, c'est-à-dire vraiment dans... Donc à minima. À minima. Si c'est la région qui le fait, je fais le crédit à la région, qu'elle mettra beaucoup plus de soins à élaborer ses collèges. Mais ça ne fait rien. Quand vous irez demander au président de la région, qui sera à Toulouse, personne ne peut croire que si demain la Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon se réunissent, hein, ce sera Montpellier qui sera la capitale régionale. C'est Toulouse qui sera la capitale régionale. D'ailleurs, elle est déjà la capitale du Languedoc. À moins qu'on parte vers l'Est, ce sera Marseille. Alors, vers l'Est, Marseille, ça me semble quasiment impossible vers Marseille. Hein. Je ne crois pas. Hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a... Alors oui, il y a Nicole Ledin qui dit qu'il faut se lier à Clermont-Ferrand. Oui, hein, bon. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'ils décideront, hein, mais quoi qu'il en soit, on n'aura pas la même attention et le même soin à construire un collège. Mettez le collège d'Olargue. Quand j'ai décidé de restaurer le collège d'Olargue, de le refaire, de le reconstruire, parce qu'il était en baraque de planches, hein, tout le monde m'a dit tu es fou. En vrai, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. Olargue n'a pas besoin d'avoir un collège. On est en train d'agrandir le collège d'Olargue parce que c'est un réel succès, parce que dans cette proximité d'un territoire un peu isolé de tout, entre Saint-Pons de Tourmières et Bédarieux, entre... Non, juste pour conclure, parce que je crois qu'on vous attend, Président, est-ce que ça pourrait être un casus belli, parce que vous parlez de fidélité au parti, c'est pour ça que vous avez soutenu aussi le candidat Jean-Pierre Mot, est-ce que ça pourrait être un casus belli avec votre vieux parti avec lequel vous adhérez depuis longtemps? Non, je n'ai pas de casus belli avec les valeurs que porte le socialisme. Et c'est pour ça que je reste fidèle à ce parti qui m'a fait ce qu'il m'a fait, mais je ne suis pas un béni oui-oui.
Hein. Ça n'est pas parce que quelqu'un a une étiquette qui est le poil à rose ou qui est le Parti Socialiste que je vais immédiatement, j'ai toujours été un esprit libre et j'ai dit mon fait quand je n'étais pas d'accord. Hein. Or là, je suis en total désaccord avec les socialistes, ils sont socialistes comme moi, je le reconnais, qui sont aujourd'hui aux affaires avec François Hollande et avec Manuel Valls. Ils ont tort de sacrifier un pan énorme de la démocratie de la République française qui fonde quand même les principes de l'égalité et aussi de la fraternité, et pourquoi pas aussi de la liberté, puisque c'est ces politiques de proximité qui souvent assurent aux citoyens les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Vous savez, je le dis souvent, bon, c'est un discours qui me permettra de clore mon propos, depuis 40 ans que je suis élu, ou que je participe à la vie publique, disons, j'ai jamais vu quelqu'un venir me dire, monsieur Vézinet, je me suis inscrit à votre permanence pour vous dire que je suis riche, que je suis en très bonne santé, que je suis beau, honorant, et que la vie est belle. Voilà, j'étais venu vous dire ça, monsieur Vézinet, parce que j'avais envie de vous le dire. Ça, jamais, jamais. Par contre, ce que j'ai vu, c'est vraiment défiler devant moi des gens qui étaient en besoin d'aide, en besoin de soutien, en besoin de fraternité. Hein. Et j'ai ouvert mes portes à tout le monde. Et dans mon canton, où le métissage est la règle, où la mixité est la règle, où les origines différentes sont si nombreuses, j'ai toujours trouvé un enrichissement extraordinaire à recevoir ces gens, à parler avec eux. Et quand je traverse ce quartier, je n'ai, pour la plupart du temps, de temps en temps, un regard d'hostilité, parce que je ne suis pas arrivé à satisfaire telle ou telle demande, mais la plupart du temps, c'est des regards de compréhension et de plaisir que je rencontre. Donc, moi, franchement, je sais ce que c'est la politique. Et je le dis souvent, au sens littéral du terme, c'est la gestion de la cité. Et quand on est attaché à la gestion de la cité, on s'adresse davantage à la résorption ou à la diminution. La résorption, c'est presque impossible. L'atténuation des inégalités, ça fait partie de notre mission. Et quand vous avez ça chevillé à l'âme, vous continuez à être socialiste. Et si quelqu'un vient vous dire qu'il faut supprimer les instances de proximité, alors vous lui dites que non, qu'il a tort. Voilà, et donc j'ai tout le monde à poursuivre le débat avec vous à la grille du livre samedi, et puis donc vendredi, au risque de vous faire tirer les oreilles par le préfet. Comment il voit ça, lui, le préfet, ce rendez-vous? Non, mais monsieur le préfet n'a pas de raison de me tirer les oreilles. Monsieur le préfet sait que je suis un individu respectueux, et d'ailleurs je n'ai rien, mais alors strictement rien contre monsieur le préfet. Je lui remettrai une pétition au nom des gens qui m'accompagneront et des gens qui seront devant la porte, parce que c'est la voie du respect des institutions. Hiérarchiquement, je ne m'adresse pas directement à monsieur le ministre, même si c'est un ami, pas plus qu'à monsieur le président de la République, même s'il fut un ami dans un temps. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on pratique l'amitié avec un président de la République. Il est tellement au-dessus du lot que ça n'a plus de sens. Mais c'est quelqu'un que j'ai bien connu. Et... Vous voulez dire qu'il est hors de portée? Oui, il est hors de portée. Hein. Mais par contre, il est dans les prérogatives du préfet de transmettre et la vision qu'il aura de la manifestation. Parce que vous savez, il y a quelque temps, j'ai voulu réunir les personnels, parce que ces personnels, je les aime beaucoup. C'est des gens avec qui je travaille au quotidien et je reconnais tout leur mérite. Et la maison, le tanker, qui est le département de l'Hérault, n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas derrière les 5000 soutiens, hein, qui le font avancer. Hein. Donc, j'ai voulu les réunir. Mes amis, et souvent des amis très proches, qui me veulent que du bien, et que je connais bien, ils m'ont dit, ne réunis pas le personnel, parce que tu feras l'aveu de ta faiblesse. Il y a 3500 personnes qui travaillent au Conseil général, et si tu en as 500, ça sera un maximum. Vous voulez que je vous montre la vidéo que j'ai tournée, hein? Je n'ai jamais vu l'amphi du domaine d'eau aussi plein que ce jour-là. Et derrière,
Il y a eu un moment, puisque c'était juste avant la rupture méridienne, et on leur a accordé ce jour-là la possibilité de déjeuner sur place. Donc, ils sont restés ensemble jusqu'à 2h. À 2h, tout le monde a rejoint son poste de travail. À 14h, pardon. Tout le monde a rejoint son poste de travail. Eh bien, vraiment, il y avait un véritable corps social, une véritable chaleur humaine qui existait entre ces gens qui travaillaient dans le social, sur la route, dans les collèges. Vraiment, il y a eu un moment exceptionnellement important pour moi, parce que je concrétisais là, je m'adressais à un personnel pour leur dire les angoisses que j'avais et combien je comptais sur leur solidarité. Et je suis quasiment persuadé que les mêmes qui étaient là, les 2500 qui étaient là, ils seront vendredi sur la place des martyrs de la Résistance.